On va connaître le thème de une session de questions-réponses. Donc, on avait dit 15-20 minutes. Je vais faire passer donc, le micro. Comment on procède? Est-ce qu'on prend plusieurs questions? C'est comme vous voulez. Ok, on va voir déjà comment ça se passe. Une seule chose, juste sur les règles des questions-réponses. Pour que tout le monde puisse s'exprimer, faites des interventions courtes. Ah, c'est gentil. C'est gentil, merci. Méchant service. Merci d'avoir fait ça. Je vous en prie. Et puis surtout, à la fin de votre intervention, posez une question. Parce que souvent, on a une intervention, mais pas de question. Ce sera une question directe. Est-il possible d'imposer un programme, ce que vous avez appelé profession de foi, aux représentants directement, en fait, qu'il y ait un programme déjà institué à toute la nation, et en fait, on élit seulement un représentant pour ainsi de suite. En fait, comme un médecin qui prête le serment d'Hippocrate, il est obligé de soigner tout le monde, mais après, il soigne tout le monde, quoi. Voilà. Bon, ça c'est le mécanisme du mandat impératif. Vous savez qu'il a été utilisé dans notre histoire. Par exemple, les cahiers de doléances en 1788, 1789. Ces cahiers de doléances, ils étaient écrits dans les baillis, dans les cantons, etc. Ils étaient écrits par les électeurs des différents ordres qui écrivaient un certain nombre de consignes que les députés aux États généraux devaient suivre. C'était impératif, hein, il devait. Et il n'était pas censé prendre des décisions de manière autonome. Donc il devait suivre les consignes. Et il y a eu un problème, c'est que finalement, les événements révolutionnaires se sont accélérés et ils ne pouvaient pas écrire à leurs électeurs ou revenir dans leur circonscription pour aller chercher des ordres. Et ils ont pris la main d'un certain point de vue. Ils se sont autonomisés par rapport... Bon. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé au mandat représentatif. Alors, comment c'est possible? Oui, c'est pas impensable. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités aujourd'hui qui sont ouvertes. vous avez des candidats à l'élection présidentielle qui s'engagent d'une manière absolument solennelle à ne prendre que telle ou telle décision et à ne suivre que tel ou tel choix. Et qui s'inscrivent dans cette logique du mandat impératif. Et aujourd'hui, vous avez des possibilités technologiques qui permettent finalement d'organiser sur chaque loi des débats avec les citoyens. C'est compliqué à mener pour que finalement ces élus portent réellement la parole de ceux qui l'ont élu. Mais c'est très compliqué. Soit vous avez l'autre possibilité, et c'est un peu par exemple ce que défend le Parti pirate. Vous savez, le Parti pirate en Islande, le Parti pirate, en fait, s'engage à revenir devant ses électeurs pour aller consulter, pour prendre ses décisions. Alors, le mandat impératif, parce que, en fait, on ne peut pas prévoir toutes les décisions à prendre à l'avance. On est obligé, d'un certain point de vue, de revenir. Et donc, il y a ce processus-là, ils appellent ça la démocratie liquide, et c'est quelque chose, il y a un logiciel qu'ils ont mis au point. Alors, j'ai pas de retour vraiment précis sur l'expérimentation. Ils n'ont jamais été au pouvoir, pour l'instant. Donc, c'est très compliqué. Et puis, vous avez une deuxième possibilité. C'est ce que défend, par exemple, un petit mouvement français qui s'appelle Ma Voix. Vous voyez ce mouvement, il s'appelle Ma Voix, qui décide qu'ils vont élire à l'Assemblée des élus sans programme, bon, simplement, qui vont s'engager simplement à consulter l'ensemble des citoyens. Ils appellent ça des députés augmentés. Alors des élus sans programme. Avec évidemment cette limite que si on raisonne par l'absurde, il n'y a pas besoin d'élire qui que ce soit. Autant consulter les citoyens directement. C'est-à-dire que voilà, ils se neutralisent. Mais vous avez cette possibilité-là. Mais vous dire qu'elles sont praticables, qu'elles sont faciles à mettre en œuvre, non.
Aujourd'hui, très clairement, et c'est sur quoi j'ai voulu insister, ce programme qui avait un rôle important, souvenez-vous des 101 propositions de François Mitterrand, du programme d'union de la gauche. Le programme d'union de la gauche, c'était un truc capital, c'est-à-dire tout le monde en avait débattu et le gouvernement de gauche s'engageait à le mettre en œuvre une fois arrivé au pouvoir. C'était en 74. Après, il y a eu les 101 propositions de François Mitterrand et évidemment, il les a pas mis en œuvre toutes. Et évidemment, il a trahi. Et de plus en plus, pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais qui peuvent être assez faciles à analyser, aujourd'hui, les gouvernants prennent de plus en plus de liberté à l'égard de leur programme. On ne cesse de le voir. Et cette question, et c'est ce qui remet en cause, à mon avis, la crédibilité de l'élection dans nos sociétés de manière importante. Il faudrait juste les encadrer, quoi, Alors oui, parmi les dispositifs, oui, je l'ai oublié, ça c'est un dispositif important, qui reviennent au goût du jour aujourd'hui, c'est le dispositif de révocation. Quand il y a trahison, on le voit en ce moment, alors vous voyez avec quelle difficulté on le met en œuvre, on le voit au Venezuela. La constitution vénézuélienne prévoit le référendum révocatoire. L'opposition qui est majoritaire au Parlement l'utilisé. Elle a atteint les seuils de signature qui sont nécessaires pour révoquer le président, mais lui, il veut pas partir. Donc on a un conflit majeur. Mais la révocation, ça existe dans certains États américains. Par exemple, vous savez, quand Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie, c'était suite à la révocation de son prédécesseur, qui avait été révoqué par les électeurs, qui considéraient qu'il n'avait pas fait le job. Qu'il n'avait pas respecté ses engagements. Donc la révocation redevient quelque chose de possible et on la voit mentionnée aujourd'hui dans le débat politique et c'est intéressant. C'est compliqué mais intéressant. Monsieur, oui, c'est bon, ça. Je peux revenir sur le tirage au sort. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les techniques utilisées dans l'échantillonnage par les instituts de sondage utilisant les lois statistiques assez pointues peuvent être utilisables pour désigner des tireurs au sort. Ouais. Et sinon, alors, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Par exemple, quand on met en place des jurys citoyens, moi j'ai accompagné, évalué beaucoup de jurys citoyens, on confie souvent la sélection de l'échantillon à des sociétés de sondage qui respectent les règles de l'échantillonnage, mais avec cette limite forte, et bon, moi je suis spécialiste aussi des sondages, donc c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que quand vous avez par exemple un panel ou un jury de 25 à 30 citoyens, vous ne pouvez pas respecter strictement les règles de l'échantillonnage statistique, parce qu'il faut plus d'1 millier de citoyens pour le faire, pour avoir le respect de certains critères existant, la répartition, la distribution de ces critères dans la population. Mais pas beaucoup de critères, critères de sexe, critères d'âge, critères de catégorie socio-professionnelle. Vous pouvez réussir à avoir cette assemblée représentative sociologiquement de la population. Mais vous avez le problème de la représentativité politique de la population. Or, vous ne pouvez jamais garantir que cet échantillon sera représentatif politiquement de toutes les opinions. Il y a une corrélation entre la catégorie sociale, par exemple, et l'opinion, mais cette corrélation, elle n'est pas rigoureuse. Vous pouvez élire une assemblée qui est parfaitement représentative sur le plan sociologique, mais qui est, si vous n'utilisez pas ce critère de représentativité politique, qui est complètement biaisé politiquement, dans lequel vous avez une surreprésentation de telle opinion sur un sujet donné. Ça, c'est un vrai problème qui est rarement pris en compte par... Alors, vous pouvez prendre en compte ce critère, mais en général, on ne le fait pas. On fait comme si, finalement, ces citoyens tirés au sort n'avaient pas d'opinion politique préalable. Comme s'ils allaient examiner toutes les questions, tous les problèmes, comme s'ils les voyaient pour la première fois. Or, ils défendent eux-mêmes des intérêts, ils défendent eux-mêmes des principes qui ce ne sont pas des tables rases, les citoyens. En fait, ce que je reproche à ceux qui font du tirage au sort l'alpha et l'oméga de la démocratie, c'est d'avoir une vision excessivement optimiste de ce que c'est qu'un citoyen ordinaire d'un certain point de vue, comme s'il avait une pureté, et que de toute façon les citoyens, c'est une vision très rousseauiste.
Vous savez, Rousseau, il dit, si vous prenez les citoyens à l'état naturel, ils penseront tous de la même façon parce que ils verront tous ce qu'est l'intérêt général. Ils verront tous ce qu'il appelle la volonté générale. Il dit, ce qui est gênant, c'est les partis, c'est les factions. Il ne faut pas qu'ils discutent entre eux parce que eux, d'un certain point de vue, ils ont cette capacité à découvrir l'intérêt général. Bon, je pense que c'est très compliqué dans la réalité. Moi, pour avoir observé beaucoup de jurys citoyens, par exemple, il y a un biais très important qui est caché le plus souvent, c'est celui de l'intérêt pour la politique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui participent à ça, même si on les paye, même si on les dédommage, etc., sont beaucoup plus intéressés par la politique et par la force des choses. Parce que se taper 3 week-ends de discussion sur un sujet ardu du type, un des derniers ateliers citoyens que j'ai observé, c'était sur les ateliers sur les big data en santé, à la demande du ministère de la Santé. Hein, bon... voilà, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment avoir envie de faire de la politique. Hein. Donc, vous avez, il y a une confiance excessive. Il y a une disqualification excessive, me semble-t-il, des élus, et une confiance excessive dans la pureté du peuple, voilà, c'est un vrai problème. Et je répète, qui va contrôler les citoyens tirés au sort ? Qui va pouvoir... parce qu'il y a cette idée aussi que parce qu'ils sont le peuple, ils vont pouvoir, on peut leur confier les clés du camion, hein, parce qu'ils viennent du peuple. Il y a cette idée forte. Ils sont du peuple, donc ils ont cette vertu qui permet qu'on puisse leur faire confiance. Mais pourquoi on leur ferait plus confiance à eux qu'à d'autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout qu'on ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas qui c'est. Comment on va finir par les connaître, ces gens ? Hein. Donc il y a un vrai problème aussi de surveillance des instances tirées au sort. Et donc ça peut aller très loin. Et qui va surveiller ceux qui surveillent, etc., etc. Tandis que l'élection, c'est une modalité qui permet, d'un certain point de vue, elle n'est pas du tout satisfaisante, mais elle permet quand même d'assurer cette forme de contrôle a posteriori de ce que font les représentants. Vous pouvez décider de ne pas les élire, de ne pas les réélire. Le vote et le tirage au sort, c'est pas antinomique. Ah non. Alors, si vous voulez mon point de vue à moi, c'est qu'il faut associer tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait différents... Alors moi, ça, c'est ma conviction absolument profonde. Il faut qu'il y ait différentes formes de légitimité présentes dans le processus de décision. Il faut qu'il y ait les défenseurs des droits fondamentaux qui soient là. Il faut qu'ils soient là. Moi, je pense qu'il faut des juges constitutionnels, même s'ils n'ont pas bonne presse. En France, on parle de gouvernement des juges. Mais il faut qu'ils soient là. Il faut qu'il y ait des experts, forme aussi de légitimité. Il faut des gens qui disent la vérité, quoi. Hein, des gens qui... Bon, il faut des citoyens tirés au sort. Il faut des lieux de délibération. Tout ce qui a été mentionné par Hakim, pour moi, il faut ça. La démocratie délibérative et participative, elle repose là-dessus. Et il faut aussi de l'élection. Et il faut composer avec ça. Composer une légitimité complexe avec tout ça. Merci Loïc. Ouais. Moi j'ai une question. Le représentant politique, j'ai compris. Vous nous avez parlé du calendrier. Ouais. Selon vous, quelles sont les urgences dans le calendrier ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? En premier lieu, est-ce qu'on vire le président du monde et son premier ministre Non, alors moi je ne suis pas un acteur politique. Donc effectivement, là vous m'emmenez trop loin. Vous m'emmenez trop loin dans la prescription, quoi. Hein. Je peux pas faire ça. Ce que je pense en tant qu'observateur et effectivement de ce qui pourrait se passer, je pense qu'il faut, alors pour le coup, introduire un rapport de force politique et le plus rapidement possible. C'est-à-dire que il faut impérativement que l'Assemblée qui sera issue des élections législatives de 2017, si on veut faire changer les choses rapidement, soit élue avec ce mandat-là. C'est le seul moyen. Il faut cette impulsion citoyenne. Alors on en est très très loin, mais il faut cette légitimité de départ. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a la révolution, hein, on prend les armes, ou si on veut suivre, et encore,
sans être sûr de respecter complètement la procédure législative, il faut à ce moment-là une double séquence. Première séquence politique, on impose cette thématique dans une campagne, on donne à ceux que l'on mandate la mission d'organiser ce processus, et puis après, dans les 6 premiers mois, on réforme la Constitution. Il me semble, mais c'est à voir, et peut-être qu'il y a des partisans de Jean-Luc Mélenchon ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'il prévoit, lui. Hein, c'est ce qu'il a annoncé à l'oral, mais je ne sais pas avec quel degré de précision dans l'organisation. Mais je pense que et pour moi, évidemment, ça c'est la seule marche à suivre possible, politiquement, juridiquement envisageable. Oui. Je voudrais votre avis là-dessus, c'est-à-dire est-ce que tous ces outils démocratiques, quels qu'ils soient, enfin les meilleurs de tout ce qui a été évoqué par vous, est-ce que vous pensez que c'est suffisant et que c'est de cet ordre-là qu'on peut vraiment agir pour modifier un état de rapport de force économique tel que celui qui est actuellement quand même le point de départ de toutes ces dérives? Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment été très insistant sur l'idée que, certes, les institutions, ça compte, et ça compte énormément. Certes, les procédures, c'est absolument essentiel. Mais le verrou actuel, il est autant à chercher du côté de l'État, des structures, des rapports de force économiques à l'échelle globale que au travers des institutions françaises. C'est-à-dire que c'est un fait aujourd'hui que les multinationales, que les GAFA, vous savez, les grandes plateformes numériques, que les marchés ont pris vraiment aujourd'hui le pouvoir, l'ascendant sur les gouvernements actuels. Et donc il ne peut y avoir contre cela que des mobilisations citoyennes extrêmement fortes, qui passent par des modalités extrêmement différentes. Ça peut être du boycott, par exemple, de ces de marques. Pour moi, par exemple, ça pourrait être un des moyens d'agir. La consommation, puisque en fait, ce sont des forces qui tiennent leur ascendant sur nous, du fait même qu'on leur consent énormément en achetant leurs produits, en adoptant des modes de vie et en ne se posant pas en rupture par rapport. Mais moi, je pense que, alors, vous avez cette idée de rapport de force et puis de changement culturel majeur, c'est-à-dire de redécouverte de l'action collective, de l'importance de l'action collective, de la nécessité de se syndiquer, de la nécessité de se mobiliser, etc. Il faut changer complètement les consciences aujourd'hui, puisqu'elles sont totalement, envahies ou formatées par des formes de vie très très particulières, c'est-à-dire qu'on nous a formatés pour être des consommateurs beaucoup plus que des citoyens. Et donc il faut que ça ne passera, le changement ne pourra passer que par un réveil des consciences citoyennes. On est dans la salle Stéphane Hessel, mais c'est une évidence absolue. Alors on peut changer les institutions, etc., mais ça suffira pas, parce que regardez Syriza, regardez la Grèce, on élit un président, etc., sur un mandat, je vais y aller, paf, il s'est fait complètement retoquer, il n'a rien pu faire dans l'état actuel des rapports de force, et on peut gager qu'un gouvernement français, dans les mêmes conditions aujourd'hui, compte tenu de ses verrous, notamment le verrou principal qui est le verrou de la dette. La dette est l'étau qui enserre les pouvoirs politiques d'une manière qui ils peuvent pas s'en dépêtrer, c'est-à-dire que c'est mortel pour eux. Imaginons que les marchés décident d'un certain point de vue de ne plus faire confiance à un gouvernement parce que ce gouvernement est devenu de gauche, ce gouvernement ne peut plus rien faire, quoi. On est complètement non, mais très clairement. Ça dépend si on reprend la main sur la monnaie. Oui, et il faut qu'ils reprennent la main sur la monnaie, très clairement. Ouais, sur le pouvoir de la monnaie, absolument. Ouais, tout à fait. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Oui.
par rapport à ce que vous aviez dit sur... Bah, avec des risques énormes. Excusez-moi, hein, non, mais avec des... Là, pour le coup, celui qui fait ça, waouh, bonjour, hein, bonjour l'aventure. Hein, voilà, ce serait... Bon, mais c'est possible. Excusez-moi, madame. Parce que vous parliez des législatives et de cette proposition de Mélenchon, mais moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est surtout la mentalité des citoyens qui doit changer, et que c'est vachement rapide. Je préfère, c'est ça que je trouve intéressant dans notre mouvement, ça mettra le temps que ça mettra, on peut éviter une révolution sanglante, mais je ne vois pas ça pour l'année prochaine. Non, mais par contre, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Si la mentalité change, même ce qui vous rend perplexe au niveau du tirage, même ce qui vous rend perplexe sur pas mal de choses, ça peut se voir autrement aussi, si culturellement nous avons changé, si notre mentalité Absolument, a changé. absolument. Et je crois que c'est plus sur ce travail-là qu'il faut... Absolument. Absolument. Vous retrouvez ce que j'essayais de dire au tout début sur une forme de vie. Ça veut dire un état de conscience aussi. Forme de vie, un état de conscience citoyen. C'est-à-dire vraiment, quand je dis se penser comme penser l'autre comme un égal, c'est se penser soi-même comme l'égal de l'autre. C'est-à-dire comme capable d'agir, comme capable de faire des choses, comme capable de produire du jugement politique. Et voilà. Et aujourd'hui, on a quand même un fatalisme assez général et un désinvestissement d'une majeure partie de la population, mais qui est entretenu par le système. Le système l'entretient, c'est-à-dire il y a un très beau livre d'un auteur américain qui s'appelle Benjamin Barber, qui explique comment le capitalisme nous a transformés en consommateurs, nous a vraiment transformés en consommateurs, donc encourage cette apathie, ce fatalisme, l'idée que de toute façon on n'y arrivera pas, que c'est trop lourd, que c'est trop, que c'est trop compliqué. Voilà, compte tenu de l'agenda et de tout ce qui nous reste à traiter aujourd'hui, on va prendre trois dernières questions, mais en vrac. Comme ça, Loïc, vous pourrez répondre rapidement. Donc, on va commencer par monsieur qui va lever la main. Je reprends un peu plusieurs choses qui ont été citées. Que pensez-vous de la capacité du peuple à sublimer ce besoin d'incarnation? On peut le voir qu'à l'échelle locale, ça peut se faire. Il y a une expérience de saillant démonstrative à ce niveau-là. Et est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre un système global, ou est-ce qu'on est fatalement obligé d'aller vers un fédéralisme et un système de démocratie directe extrêmement locale et quelque chose de plus construit, hiérarchisé à plus grande échelle. Bon, c'est une question importante alors. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. Serait-il possible durant les élections, par exemple, que les financements de ceux qui veulent être élus soient faits par la population elle-même? D'accord. Et pour conclure, donc tout à l'heure vous avez dit qu'en effet il faut de l'investissement, il faut de l'énergie. On le voit à travers donc les ateliers qu'on organise. Mais au 5e, il faut vraiment se voir en amont, réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'invite toutes les personnes qui sont là à rejoindre ce collectif. Il vient de naître depuis 1 mois et on a besoin vraiment de personnes, parce que si on veut faire bouger ces lignes, si on veut inviter des personnes telles que Loïc l'ont vu aujourd'hui, et on va en inviter d'autres, on a besoin de personnes qui réfléchissent avec nous et pour essayer d'aller vers une certaine direction qui sera la nôtre après. Donc voilà, je voulais dire ça. Bon, c'était pas une question, donc ça ira plus vite. Alors, je vais commencer par le financement. Oui, je pense que l'une des forces de notre système politique par rapport au système politique américain, c'est le financement public des partis politiques et de l'élection, qui a des défauts, mais qui néanmoins évite les dérives absolument
incroyable du système politique américain. Vous savez, depuis l'arrêt de la Cour suprême de 2010, les entreprises peuvent financer comme elles le souhaitent, sans limite, sans plafond, les candidats. Et ça a des effets absolument majeurs sur le système politique. Et bon. Donc, je pense que ça existe et vous avez raison. C'est à mon avis, ce avec quoi il ne faut pas rompre au risque de produire un débat politique et un jeu politique encore plus biaisé qu'il est aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a le système du crowdfunding, c'est-à-dire que on peut imaginer aussi, vous savez que pour les petits mouvements citoyens, pour les petits partis, ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir plus de 5% des voix aux élections et de ne pas se faire rembourser, il y a une prise de risque majeure. Ça leur interdit, par exemple, d'aller chercher un prêt chez le banquier, parce que le banquier regarde un petit peu les sondages et il se dit, il n'a aucune chance d'atteindre les 5%, je vais pas lui prêter. Donc il y a un vrai risque, et une des solutions, ça pourrait être le crowdfunding, c'est-à-dire que les citoyens, c'est ce qui Bernie Sanders s'est fondé là-dessus, etc. Bon, vous n'avez pas le droit apparemment de répondre. Alors, Saillant, ça c'est un point intéressant, tout le monde sait un peu ce que c'est Saillant, cette petite ville de la Drôme depuis 2014, qui décident, moi je les connais, j'y suis allé, etc., je les accompagne un peu, et qui décident finalement que tous les habitants de la ville seront acteurs de la ville, etc., seront élus. Hein. Et donc il y a un collectif avec un maire qui refuse le jeu de la personnalisation, hein, qui a été désigné comme ça parce qu'il n'était pas là à la réunion, on l'a élu maire, donc qui, d'un certain point de vue, refuse cette logique de personnalisation du pouvoir. Bon, pour moi, ça c'est quelque chose d'absolument passionnant parce que ça marche. Dans une certaine mesure, ça fonctionne. Quand on regarde l'expérience et depuis 2 ans, la manière dont elle a fonctionné, il y a une partie de la population qui a la nostalgie d'un maire incarnant, c'est-à-dire d'un maire qui ressemble à un maire, qui agit comme un maire, etc. Il y a, y compris dans les services municipaux, des gens qui disent notre maire, bon, etc. Vous voyez, il y a quand même ça qui est très profond dans notre culture politique, hein, cette culture de la personnalisation des fonctions d'autorité. Mais il y a quand même ce chiffre qui est tout à fait étonnant. Il y a 1/4 des citoyens de Saillant qui ont participé jusqu'à présent à des groupes de travail sur des projets, etc. Donc l'expérience, elle prend quand même. Et puis, il y en a qui sont sympathisants et qui ne participent pas. Et puis, sur la fédération, c'est le seul moyen, à mon avis, hein, objectivement, c'est le seul moyen d'organiser cette démocratie directe à grande échelle. Je ne vois pas d'autres solutions, sinon on arrive dans des dystopies démocratiques terribles. Donc, vous imaginez des communautés qui se gouvernent démocratiquement à l'échelle locale, et puis après, qui s'organisent pour gérer en commun un certain nombre de choses. Alors, sans forcément désigné, quand vous lisez Proudhon, il n'y a pas de grand chef de cette histoire. Hein. On essaye effectivement de produire une forme de gestion, partagée, mais il n'y a pas d'alternative à ça. Et vous voyez bien à quel point on en est loin, et à quel point, d'un certain point de vue, la période transitoire va être compliquée. Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des communautés de ce type dans certains lieux et qu'il n'y en ait pas dans d'autres, et ça risque de provoquer des tensions. Le scénario est difficile à imaginer. Il n'est pas impossible, mais il est difficile à imaginer. Voilà, merci et puis bon travail alors. Merci à tous et merci à Luc Bourdieu.